il a donné une interview à un média français qui est France Soir pour pouvoir revendiquer la qualité de lanceur d'alerte sur cette question, puisqu'une livraison illégale d'armes, c'est un crime. Et à la suite de cette interview, mais de nombreux mois après, 8 mois de mémoire après, le Paul Pellizzari a été convoqué par le conseil disciplinaire de l'armée de terre, qui a pris la décision de le sanctionner et de le radier des cadres. C'est à la suite de ça qu'il a saisi le Conseil d'État, et c'est l'audience qui a eu lieu aujourd'hui. Mais entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que 68 militaires ont fait déposer via un huissier une demande de résolution citoyenne symbolique pour demander que le Parlement vote enfin sur la question des accords ukrainiens. Et ensuite, monsieur le sénateur Alain Ampère, qui a entendu le général, a déposé officiellement cette résolution au Sénat, qui a le numéro, il me semble, 547, si ma mémoire est bonne, et qui est toujours en attente, malgré les efforts, d'être mis au vote du Sénat. Et à la suite de cette résolution, de toutes parts et de tous horizons, des gens sont venus soutenir le général Pellizzari, et notamment M. Nikonov et d'autres. Et ils ont voulu créer ce groupement de soutien, le groupement citoyen France Libre, pour porter cette idée. Et entre-temps, que s'est-il passé? Paul Pellizzari a su par la presse, parce qu'il ne le savait pas au départ, qu'il avait été radié par décret présidentiel le 17 avril. Et c'est surprenant, puisque la résolution symbolique des militaires a été déposée le 16 avril. Voilà. Donc je pense que vous savez un peu de tout, mais l'audience qui a eu lieu aujourd'hui, auquel certains ont assisté, a eu pour but de débattre de l'éventuelle nullité de cette sanction, qui apparaît peut-être disproportionnée. Et le gouvernement a donc donné son opinion et a conclu au rejet. La décision sera rendue d'ici, à mon avis, 3 semaines. Je pense maintenant que vous savez tout, je peux vous laisser la parole. Donc, moi je suis venu à cette conférence de presse pour apporter mon soutien à un homme courageux. On n'est pas général par hasard. Être général, c'est accepter de payer un jour ce qu'on appelle l'impôt du sang. Donner sa vie. Faire quelque chose qui nous dépasse. Il y a 2 choses qui nous dépassent, c'est construire une cathédrale, on n'est pas loin, et donner sa vie pour son pays. Et je suis très heureux que vous ne l'ayez pas donné. Tout ça pour vous expliquer que un général, c'est un homme de compétence. Et un homme compétent. Et nous sommes dans un monde de déraison. Aujourd'hui, c'est le congrès des maires de France. Et en préambule, le chef d'état-major est venu pour haranguer, faire une déclaration, dire aux maires de France qu'il fallait s'attendre à avoir une guerre dans 4 ans et accepter de sacrifier nos enfants. Je fais partie de la commission de la défense et des affaires étrangères, j'en discutais avec quelques collègues. Il n'y a pas de mots, on est dans la déraison, limite la folie. C'est des choses qu'on ne dit pas. Voilà. Donc, une déclaration de guerre, c'est... je ne sais plus qui était l'homme qui disait que les gens qui font la guerre, qui se battent, ce sont des gens qui ne se connaissent pas et qui font la guerre pour des gens qui se connaissent entre eux. Je ne sais plus qui disait. Donc, c'est... la guerre, c'est quelque chose de terrible. Oui, Anatole France, je crois, qui a été bibliothécaire du Sénat et prix Nobel. Faire la guerre, c'est un acte terrible. Et actuellement, faire la guerre en 2025, c'est faire la guerre sur une poudrière, parce que tout le monde est armé, surarmé, et faire la guerre à une puissance comme la Russie. Je ne suis ni russophile ni russophobe, mais il y a tous ceux qui ont fait la guerre contre la Russie
ont perdu. Souvenez-vous de l'empereur Napoléon Ier, souvenez-vous du chancelier Hitler. Et en France, l'histoire, c'est celle de Napoléon Ier, ça s'est terminé par ce qu'on appelle la Bérésina. Pardon. Les seuls qui ont gagné une guerre contre la Russie, c'est le Japon. Souvenez-vous. Japon qui, suite à cette guerre, s'est industrialisé et a eu ses forces, et on a vu ce qui s'est passé, qui s'est terminé par les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Voilà, on est à l'ère de la bombe. Donc j'ai l'impression qu'on est dans un monde explosif. Et je suis venu aussi parce que pour défendre la liberté, et surtout la liberté d'expression. J'ai le sentiment que dans ce pays, quand vous êtes contre le gouvernement, vous êtes de toute façon complotiste. Ce serait intéressant de faire une thèse sur le complotisme. Qu'est-ce que c'est que le complotisme? S'il y a des complotistes, c'est qu'il y a des comploteurs. Donc je suis à côté d'un complotiste qui défend son pays, qui défend sa descendance, qui est dans la raison, la juste raison. Et j'ai le sentiment que la raison déraisonne. Et j'ai le sentiment aussi ce gouvernement est fort avec les faibles et faible avec les forts. Donc moi, je suis venu défendre un faible. Voilà. Et une société, c'est une chaîne de solidarité dont la force est celle du maillon le plus faible. Donc il faut défendre les faibles, il faut défendre les lanceurs d'alerte, c'est très important. Et actuellement, vous le voyez sur tous les canaux audiovisuels, on veut absolument brider l'expression au titre qu'il y a des gens qui sont capables de mal influencer la population. Mais qui influence mal la population? Actuellement, on est dans des excès redoutables. J'ai l'impression il y a un philosophe qui disait que le passé, c'est l'histoire, le futur, c'est l'espérance, et le bonheur, et le présent, c'est le bonheur. Moi, j'aimerais qu'on soit tous dans le présent, dans le bonheur. Et je suis médecin, et en tant que médecin, moi, je vois, et en tant que élu, qui est près des habitants, j'ai pas l'impression que les Français soient heureux. Les Français sont stressés. Il n'y a jamais eu autant de suicides d'adolescents. Et qui va faire la guerre? Ce sont nos enfants. Moi, j'ai un fils de 20 ans, j'ai pas envie qu'il aille se battre pour un dogme de va-t-en-guerre. Vous savez, j'ai l'impression, le général Peissari a été dégradé par la volonté d'un puissant. J'ai l'impression qu'on retourne au Moyen-Âge, où on met les gens au pilori. Et le Moyen-Âge, c'était l'époque du dogme. Hein. Malraux disait, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Hein. Les 2 millénaires qui nous précèdent, puisqu'on n'est pas loin de Notre-Dame, c'était l'ère du poisson, hein, l'ère de la croyance, du dogme. Et maintenant, on est dans l'ère du Verseau, soi-disant, donc c'est l'ère où on doit réfléchir et s'épanouir. Et j'aimerais que les Français s'épanouissent et qu'on continue à débattre. Et j'écoutais l'interview de mon ami Pierre Lelouch hier, qui est passé sur, je crois, CNews. Il disait que pour faire la paix, il faut débattre.
et il faut débattre avec qui on débat. On débat pas avec ses amis, on débat avec ses ennemis. Et actuellement, on refuse de débattre avec des gens qui ont éthique ennemie. Donc voilà. Donc, j'aimerais qu'on élève un peu le débat, qu'on réfléchisse un peu, que les Français se réveillent. Et je pense que les Français se réveillent parce que j'avais fait un sondage que j'avais financé par mes propres deniers, et ce sondage dit que 80% des Français sont contre la guerre. 80%, c'est énorme. Donc, écoutons le peuple. Il est temps de consulter le peuple là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait cette demande de résolution, parce que quand un gouvernement engage son pays, et c'est dans la Constitution de la Ve République, quand un gouvernement engage son pays vers des actes guerriers en achetant des armes ou en fournissant des armes, ça doit passer par l'avis du Parlement. Et c'est l'article 53. Donc, je veux qu'on respecte la Constitution et la loi. Et j'ai le sentiment que cette mandature présidentielle se moque complètement des institutions. Donc, en tant que sénateur, moi, je me sens blessé. Et en tant que citoyen, je me sens blessé. Voilà ce que j'avais dit. Alors, peut-être pour laisser le dernier mot au général, je veux bien dire quelques mots pour expliquer pourquoi un certain nombre d'organisations qualifiées de gauche ont décidé de rejoindre cette initiative. Il s'agit d'abord du Parti de la démondialisation, qui est présidé par Michel Dessaigne, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Il s'agit du Rassemblement pour une République souveraine, présidé par Daniel Gousseau, qui est en province et coincé. Il s'agit de l'association Carmagnole, qui était présidée par Léon Landini, le dernier survivant des FTP-MOI, francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrée, 99 ans, médaille de la résistance, médaillé par l'Union soviétique, et toute une série de médailles impressionnantes, et la dynamique populaire constituante que j'anime de mon côté. Et donc, avec le général Pizzari, le colonel Fro, nous avons décidé de mettre en place ce que nous avons appelé le groupement citoyen France Libre, le GCFL. Et dans les discussions, alors pourquoi nous avons pris cette initiative? Ben, c'est à la lecture de la résolution citoyenne. L'association Place d'Armes n'était pas connue de nous, et donc nous avions peut-être quelques préventions. Mais en lisant le contenu de cette résolution et le sujet qui était abordé, c'est-à-dire la question de la paix et de la démocratie, les deux étant intimement liés, nous avons décidé de franchir le pas et de nous mettre en contact avec les personnes qui avaient lancé cette initiative. Alors, la démocratie, pourquoi? Parce que manifestement, le président de la République s'assoit sur la Constitution. Clairement, le Parlement est inerte. Il devrait mettre au débat et au vote la question de la livraison d'armes à l'Ukraine. C'est une question stratégique, c'est pas une petite question. Or, il n'est pas du tout dans les intentions du pouvoir et des responsables du Parlement, des groupes politiques au Parlement, auxquels, d'ailleurs, nous avons écrit pour leur demander de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour savoir s'il y avait effectivement des militaires français sur le sol ukrainien, et également de vérifier la légalité et la constitutionnalité de ces ventes d'armes. Alors, l'affaire des Rafales vient renforcer, en fait, des 100 Rafales qui vont être prétendument livrés à l'Ukraine, ne fait que renforcer cette exigence de démocratie. À quel moment le Parlement a-t-il débattu d'un acte aussi grave que celui-là? Donc, un problème de démocratie et un problème de paix, parce que c'est pas en livrant des armes à l'un des belligérants, l'Ukraine en l'occurrence,
que l'on avance dans la direction de la paix. On avance dans la direction de la guerre. Alors, pourquoi agissent-ils comme ça, tous ces gens-là? Alors, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord sur l'analyse, je ne sais pas. Mais ma conviction, c'est que, à la suite du rapport Draghi, vous savez, ce personnage très étrange, qui a falsifié les comptes de la Grèce pour faciliter son entrée dans l'euro, dont on a vu le résultat ensuite, ancien président de la Banque Centrale Européenne, ancien président de la Commission Européenne, et Premier ministre, chef du gouvernement italien, il a fait un rapport il y a 1 an à peu près sur la situation du système de l'Union européenne. C'est la première fois que les oligarques européens reconnaissent eux-mêmes que leur système est en situation de léthargie, qu'il y a un risque fatal que le système s'écroule. Et il s'appuie essentiellement sur la question industrielle. Il compare l'évolution industrielle du système de l'Union européenne avec les États-Unis, avec la Chine, et on s'aperçoit qu'il y a une dégradation considérable de la part de l'industrie dans le PIB, dans la richesse nationale. Or, qu'est-ce qui fait la puissance d'une nation? C'est l'industrie. C'est d'abord l'industrie. Et c'est ce qui fait aussi la défense. Il ne peut pas y avoir de défense d'un pays sans une industrie puissante. L'acier, les canons, etc. Bon, si on est là pour la paix, il faut être en mesure de se protéger correctement et de faire jouer la dissuasion. Donc, la paix, la démocratie. Et en poursuivant nos discussions, nous sommes aperçus que, finalement, on était assez proche d'une tradition qui est celle du Conseil national de la résistance, le CNR, de 1943. Tradition, mais en même temps, permanence. Parce que l'arc politique qui s'était développé pendant les combats de la Seconde Guerre mondiale, qui a rassemblé des forces politiques extrêmement larges, on les retrouve d'une certaine manière. Évidemment, ça n'est pas une copie conforme, mais on retrouve cet esprit de la résistance avec une alliance qui se fait sur des bases extrêmement profondes, celle de l'exigence de la liberté. Sénateur, vous parliez de la liberté, mais la liberté, c'est la souveraineté. Aucune liberté n'est possible sans la souveraineté nationale. Pas la souveraineté européenne, la souveraineté nationale. Et donc, le cas du général Pellizzari, il est tout à fait symbolique de cette atmosphère provoquée par un président de la République en déchéance morale, psychologique, et encore, on pourrait multiplier les qualificatifs, qui méritent notre soutien entier. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous engager dans cette démarche avec personnes qui sont devenues nos camarades. Civis pacem parabellum. Ouais. Mais on a changé ça au niveau de l'armée. Les chefs aujourd'hui disent gagner la guerre avant la guerre. Bon, no comment. Voilà. Bien, je vous remercie tous les deux pour votre discours. Et donc moi personnellement, je rentrerai pas dans le domaine politique puisque c'est pas spécialement mon rôle. Je ne fais pas de politique. Je reviendrai tout simplement sur la démarche que j'ai tenté de mener et que je continuerai de mener, quel que soit le résultat d'ailleurs. Donc, en tant que bon citoyen, j'ai constaté que le président s'asseyait gentiment sur les valeurs de la République. Donc, et deuxièmement, l'article 40 stipule que tout un fonctionnaire de l'État, lorsqu'il voit un acte délictueux, c'est son devoir, porter plainte. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai lancé l'alerte en posant cette plainte à l'encontre de Monsieur Attal séjourné et Le Cornu.
Bon, la réponse a été vite faite. C'est, en gros, pour résumer, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Vous n'êtes pas concerné. Je suis désolé, mais donner 40 Césars et je ne sais combien de milliards, 3 je crois, c'est Monsieur Attal qui a dit ça l'autre jour, à l'Ukraine, il y a une partie de mes impôts et de vos impôts. Donc, a priori, je suis un petit peu concerné. Mais on m'a dit non, ça vous concerne pas, Monsieur Pellizzari, d'accord. Très bien. Donc ensuite, j'ai donné une interview à France ce soir. Interview au cours duquel je n'ai pas égratigné outre mesure le gouvernement ou quoi que ce soit. Les seuls passages, j'ai noté simplement qu'il manquait un peu d'étoffe et que on ne gouvernait pas en tout temps, quoi. À mon avis, on gouverne en réfléchissant. Mais bon, c'est pas méchant, avouez-le. Mais a priori, ils n'ont pas aimé. Donc ça m'a valu ce conseil de discipline où on m'accuse selon Monsieur Le Cornu, dans son rapport, on m'accuse d'avoir mis en danger gravement la République. Bien, ça c'était au mois d'avril. Donc 8 mois plus tard, comme c'était très très dangereux, je suis convoqué au conseil de discipline. Alors moi, en tant que militaire, je vais vous dire de suite, quand je me sens en danger, quand je sens un danger imminent pour la nation, pour mes hommes ou quoi que ce soit, j'interviens dans la minute qui suit. Monsieur Le Cornu, apparemment, ministre des Armées, ont-ils dit là, bah lui, il lui faut 8 mois pour réfléchir. Donc si ça bon, je veux pas être méchant, mais ça ressemble fort à de la représailles quand même, vous l'avouerez. Donc voilà, on continue. On a bien sûr fait le conseil de discipline, où là j'ai appris que le César, l'un des généraux, il y en avait 6, nous a raconté que le César était un matériel vétuste et désuet. Grande nouvelle, bon, fin passons. Je croyais que c'était le fleuron de l'artillerie française, mais vous voyez où on va. Et ensuite, on m'a accusé d'avoir signé une lettre, la fameuse lettre des généraux, dont l'AFP a donné comment on appelle ça maintenant, des fake news, excusez-moi, en français, c'est fausses informations, je crois. Et bien sûr, ces braves journalistes, je les respecte, mais dans l'armée, vous voyez, on apprend quelque chose quand on fait du renseignement. On doit recouper ses sources. Et c'est très proche, finalement, du journalisme, je crois. Recouper ses sources. On n'annonce pas la mort de Martin Bouygues parce qu'on l'a entendu quelque part au cours d'un cocktail. Vous voyez où on en est là. Donc j'ai continué sur cette lancée. Et puis, aujourd'hui, nous avons eu l'audience. Moi, je suis optimiste. Mon avocat, je pense, a fait une excellente plaidoirie. Et bon, nous attendons le résultat. Maintenant, s'il me donne raison, tant mieux. S'il me donne pas raison, j'espère que cette démarche permettra aux Français un petit peu de se réveiller. Je regarde sur les réseaux sociaux un petit peu, même si c'est bientôt interdit. Je regarde la réaction des Français. A priori, ils commencent à s'inquiéter quand même de savoir où passent leurs impôts. Alors je leur dis, voilà, ils passent là. Voilà. Donc mon combat, pour en terminer, mon combat n'est pas du tout politique. Moi, qu'on aille en Ukraine ou pas, à la limite, j'ai mon opinion personnelle, je vous la donnerai pas. Mais ça me regarde pas. À partir du moment où la France, en tant que militaire, lorsque la France en fait l'Assemblée, le président nous dit de se battre parce qu'il a l'aval de l'Assemblée, il n'y a pas de problème, on y va. Ou alors on démissionne. Mais là, il y a quelque chose en bonne et due forme. Donc le combat concerne la légalité des actes faits par ce gouvernement. Voilà. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure. On nage en pleine, c'est ubuesque. Donc on ne respecte plus rien. Et ces personnes-là qui nous disent tous les jours, font référence aux valeurs de la République, je dis, la première des valeurs de la République, c'est d'en respecter sa constitution. Et c'est tout. Donc voilà. Maintenant on va continuer. Si je ne récupère pas mes étoiles, c'est un détail, c'est pas le problème. Le problème, moi, c'est la défense de la France. Et lorsqu'on pique, en fait, passez-moi l'expression, mais lorsqu'on ponctionne l'armée de terre de ses fleurons, de ses canons, etc., sur la capacité opérationnelle, on la diminue. Demain, le premier petit pays qui veut nous attaquer, à la limite, pourquoi pas, vu qu'il nous reste plus grand-chose. Alors, je parlerai pas des rafales, parce que rien n'est fait, mais si en plus on prélevait 100 rafales sur l'armée de l'air,
j'avoue, c'est du délire, carrément. Voilà, donc c'est un combat pour la légalité, pour le respect de nos règles, pour les valeurs de la République, justement. Voilà, et pas autre chose. Et un combat pour la justice, parce que Pour le la justice aussi, ouais. général est accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Ouais. Il n'a pas signé cette pétition, donc il est Oui, coupable, ouais. mais on le condamne quand même. Et vous avez parlé des fake news. Les fake news, elles sont anciennes. Victor Hugo est mort en 1885. En 1880, il y a un grand journaliste, je regarde Yvan Rioufol, c'était pas toi, qui a annoncé la mort de Victor Hugo. Et en 1885, il a dit « Je vous l'avais bien dit ». Si vous avez des questions, la parole circule. Que dit exactement l'article de la Constitution qui obligerait à un débat au Parlement? Et quel est cet article? Madame Prota va peut-être vous répondre. Je suis pas un grand spécialiste, mais C'est l'article 53 de la Constitution française. J'ai pas mon téléphone pour vous le lire en entier, mais celui-ci prévoit que les traités internationaux doivent être ratifiés par le gouvernement, pas par leur gouvernement, justement, ils ne doivent pas le faire tout seuls, c'est le contraire. Ils doivent pas être ratifiés par le Parlement quand ils engagent les finances publiques et quand ils engagent aussi l'intégrité du territoire. Et il y a une réalité, c'est qu'avant les livraisons matérielles vers l'Ukraine, les autres partenariats, entre guillemets, militaires et financiers qui ont été faits, par exemple avec le Monténégro, mais surtout avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous retrouvez ça en 2022, il n'y a pas eu de difficulté, vous étiez peut-être là ou pas là, monsieur le sénateur, mais le Sénat et tout ça ont ratifié, selon la procédure article 53, ces engagements militaires. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que il y a des directives, des instructions plutôt, quand le gouvernement hésite et ne sait pas si un traité doit être avalisé ou pas par le Parlement, si l'article 53 doit ou pas être appliqué, ça peut se poser, normalement, les services du ministère des Affaires étrangères sont interrogés, leurs juristes sont interrogés, il y a une consultation au gouvernement, et quand on a le sénateur Huppert a demandé la copie de ces consultations, et personne ne les a données, ce qui pose effectivement une question, parce qu'on voit bien juridiquement qu'il y a un peu un avant et un après dans les accords militaires et financiers avec les différents pays. Avant, le Parlement était appelé, pour ceux qui sont importants, à les ratifier, et je ne vois pas vraiment comment on peut mettre en balance, dire que les accords avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, même si du respect pour ça, ne seraient pas aussi importants que ceux avec l'Ukraine. Et je signale aussi, il me semble tromper, que au niveau européen, la plupart des parlements européens ont le même façon de fonctionner, puisqu'il y a une reconnaissance des traités par le traité de Vienne, il faut les avaliser, les publier. Et visiblement, quand il y a eu tous ces fonds donnés en Ukraine, ça n'a pas concerné que la France. On a vu le président ukrainien aller dans tous les pays et signer le même type d'accord, ce qui est assez étonnant d'un point de vue du droit international. J'ai le sentiment que les choses ont changé quant au respect de la souveraineté du Parlement pour avaliser ces accords et qu'il faut essayer de la rétablir. Pour répondre à Yvan Rioufol, je suis intervenu 2 fois. La première fois, le gouvernement a réagi puisqu'il a demandé au Parlement, en passant par l'article 53 bis, c'est ça, Diane? C'est l'article 53, comme je l'ai là sous les yeux. Mais la première intervention que j'ai faite, c'était l'article 53 bis qui a été fait au Parlement. Ah oui, j'ai le souvenir, effectivement, je viens à l'article 53, qui est celui de base, qui dit les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Une loi, ça se passe au Parlement. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Donc on voit bien les traités qui engagent les finances. Ça, c'est le cas pour l'Ukraine. Et quand le sénateur Huppert a fait sa démarche et que le Conseil d'État lui a répondu « c'est un acte de gouvernement, ce choix de ne pas le présenter au Parlement », le gouvernement a fait
une déclaration sur l'article 53 bis. 50-1, il me semble. Et c'est un article de la Constitution que je vais lire puisque je l'ai là, qui permet au Parlement de faire une déclaration, au gouvernement de faire une déclaration sur certains sujets, mais le vote ensuite n'a pas n'est pas contraignant. C'est exactement ça. Ils sont pas obligés de le faire voter. Donc à la place du 53, il y a eu en réaction un vote sur l'article 50-1, une déclaration du gouvernement qui n'a absolument rien à voir avec le fait de ratifier valablement les traités internationaux. Je dois avoir le 50-1. Mais il y a eu un artifice pour s'en sortir, une pirouette, pour éviter d'appliquer les contextes. C'est une manière de s'arranger avec les institutions. Voilà. Alors, c'est l'article 51, dont parlait le sénateur Aubert, devant l'une ou l'autre des assemblées, le gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire, faire sur un sujet déterminé une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité. Donc on voit bien la différence entre l'article 50 et l'article 53. Je ne me souviens plus, mais est-ce qu'il y a eu un débat ou une amorce de débat, ne serait-ce que... Ah oui, j'ai siégé, il y a eu... Moi, on m'a pas demandé la parole, mais j'ai siégé, il y a eu une déclaration du gouvernement, et puis ça s'est terminé sans aucun vote, hein, sans aucune décision du Parlement. On aurait pu aller jusqu'à la validation, sachant que par cet article, le gouvernement n'a pas besoin de cette validation. C'est lui qui décide. Voilà. On a eu simplement l'information. Donc c'est facile de jouer avec les institutions, c'est-à-dire plus il y a de lois, plus on peut contourner, plus on peut... Les 10 commandements, c'était pas mal. C'était plus dur à contourner. Oui. Alors, Mike Borowski pour Géopolitique Profonde. J'ai 2 questions, une pour le général et ensuite pour vous, monsieur le sénateur. Mon général, qu'est-ce que vous risquez exactement? C'est-à-dire que, c'est quoi, ce serait dégradé? Comment ça se passe? On va vous supprimer votre grade? Je pensais que le grade de général, vous l'aviez à vie. Non, bon, alors c'est très simple. Le conseil de discipline m'a dit que voilà, je ne pouvais plus me faire appeler mon général. Donc, du coup, mon épouse me dit bonjour mon général tous les matins. Je la remercie. Voilà. Donc, il faut sourire parce que c'est tellement au conseil affligeant. de discipline. Ben, ce cas, il n'y a pas un espion pour voir ça, heureusement. Donc, je n'ai plus le droit de porter l'uniforme. Bon, sachez que depuis que je suis en 2e section, à la retraite, en fait, j'ai dû le porter 2 fois. Mais bon, mais maintenant, je vais le mettre un peu perso tous les jours, histoire de me rappeler le bon temps. Je garde mes décorations. Je ne les mets pas, quand on voit qui... Sur la retraite, c'est touché. Non, mais alors, pour vous expliquer un petit peu le système, en fait, c'est les incohérences habituelles. Il faut savoir qu'à 68 ans, nous ne sommes plus en 2e section. D'accord. On est à la retraite. Jusqu'à 68 ans, c'est le ministère de la Défense qui nous paye. Là, depuis mon anniversaire, je dirais pas la date, je suis payé par la DGFiP. Vous voyez. Donc, ça change rien à ma vie. Ils ne peuvent pas me prendre la retraite, du moins je l'espère. Pour le moment, on ne sait jamais, ils pourraient faire un décret. Hein. Bon, faut toujours se méfier. Qu'est-ce que je dois faire encore? Rendre ma carte d'officier général, ma carte militaire. Ensuite, je perds le quart de place dans les trains. Vachement bien. De toute façon, j'ai moins cher avec le truc 3e âge. Donc, vous voyez déjà, c'est de la sanction, quoi. C'est de l'humiliation. Et surtout, le message, c'est les militaires, fermez-la. Silence dans les rangs. C'est ça le message. La grande muette, voilà, on appelle ça. c'est tout. La grande muette. Lorsqu'elle l'ouvre, ça y est, il faut la fermer de nouveau. Voilà, c'est tout. Donc après, qu'est-ce que je risque? Ben, c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Ah oui, je crois pour les obsèques aussi. Je n'ai plus le droit du drapeau, au drapeau bleu, blanc, rouge, je crois, il avait dit. Enfin bon, vous savez, quand vous êtes mort, qu'il y a un drapeau ou pas, ça change rien au problème. Vous avez la Légion d'honneur. Ah ben oui, quand Donc, même. vous y avez droit.
Ouais. Ah ouais. Vous y avez droit. Donc, bon, enfin, peu importe. De toute façon, On peut pas vous la le retirer, plus- par exemple. Ah non, non. Non, mais je vois pas pourquoi. Je l'ai pas volé, je crois. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on risque, en fait. Ah, si on perd, et comme tous les bons retraités, à 68 ans, les 10% d'abattement. J'avoue que je rentrerai pas dans les détails, j'ai jamais regardé ces trucs-là. Je signe ma déclaration, je paye, et c'est tout, quoi. Je suis un bon citoyen, en fait. Je conteste jamais rien. Sauf les livraisons illégales. Non, ça, oui, là, je prends pas. Je suis pas d'accord. Mais justement, monsieur le sénateur, vous avez dit que le président de la République a dit au maire que dans 4 ans, il y aurait donc du coup la guerre avec la Russie. Le chef d'état-major. Ah, le chef d'état-major. D'accord. Qui est venu au congrès des maires, je vois pas pourquoi. Ouais. À quel titre? Pour déclarer aux maires présents, attendez-vous à avoir la guerre dans 4 ans et attendez-vous à sacrifier vos enfants. Mais c'est-à-dire que la France déclarerait la guerre ou ce serait le genre de guerre froide? Qu'est-ce que parce que si il y a guerre avec la Russie, étant donné que la France est un pays OTAN, l'Union européenne, etc., c'est la 3e guerre mondiale, quoi, en gros. Nous sommes dans un cauchemar et nous sommes éveillés. Nous sommes dans la déraison. Et le gouvernement qui doit être dans la raison, on s'aperçoit qu'elle déraisonne. Et c'est grave ce qui se passe parce que, je parlais du faible, on attaque un faible. Imaginez, monsieur Mike Borowski, que vous gêniez le gouvernement, vous passez en commission discipline, vous avez certainement de la déontologie. Un pouvoir qui a de la puissance peut demander, par exemple, à ce que vous n'ayez plus votre défiscalisation de journalisme. Voilà, c'est une manière de contraindre les gens. On appelle ça des procédures bâillons. Vous êtes tous concernés par ce qui arrive au général. Ça peut tous vous arriver. Un jour, vous allez faire quelque chose, on va dire, c'est ce qu'on appelle le crédit social. On va diminuer 20% de votre retraite, cher Yvan, parce que t'es un peu agressif sur CNews. Voilà, t'auras 20% de moins sur ta retraite. Bon, on est dans la dystopie, mais un cauchemar, quoi. Pourquoi pas? Ce qui lui arrive, c'est... Souvenez-vous du capitaine Dreyfus. Général. Ah oui, qui est devenu général. Il est devenu général. C'est pas encore passé au C'est Parlement. pas passé encore. C'est passé en commission. Parce que c'était le désir de la famille. Mais pour tout le monde, c'est le capitaine Dreyfus. Et c'est important. Le capitaine Dreyfus qui a été dégradé. Par des mensonges. Et là, qu'est-ce qui compte? La vérité ou le mensonge? Le mensonge a autant de poids que la vérité. La balance de Thémis et le glaive de la vérité. Appliquons le glaive de la vérité. Et heureusement qu'il y a Diane Frotta pour défendre votre ami général. Mon cher général, je vous appellerai toujours mon général. Je sais pas si j'ai le droit de dire mon général ou général. Non, c'est les dames qui doivent dire général. Sa femme a le droit de dire mon général. Voilà. Les dames, non, les dames disent général. Votre femme a le droit de vous appeler mon général. Elle m'appelle comme elle veut d'abord. Il n'y a pas de crédit social à la maison. Quoique votre idée est excellente. Le crédit social, c'est grave, ça. C'est ce qui arrive dans... Oui. C'est ce qui est à l'aube d'arriver dans certains pays. Et même chez nous, avec la carte vitale qui va être sur les téléphones maintenant. Moi, j'ai rien sur mon téléphone, surtout pas de moyen de paiement. J'ai une carte bleue, j'ai mon téléphone. Comment dire? Les gens, les citoyens, je sais pas. Les gens, est-ce que le progrès est un progrès? C'est ça ce qu'on devrait se poser la question. La dématérialisation, est-ce que c'est un progrès? C'est terrible. On voit avec le hackage, là, actuellement, on est en train de mettre des sparadraps, surtout, voilà, les stress informatiques, la Russie qui nous hack, les Américains qui nous hack. À force de rentrer dans des trucs comme ça, quoi, dématérialisation, voilà. On a inventé les voitures, il y a des accidents de voitures. J'ai une question pour monsieur Nicolas, vous nous avez la guerre de François.
C'est, je crois, la première fois que je vois des citoyens de tout horizon politique, un sénateur dit de droite, quelqu'un dit de gauche, se retrouver. Est-ce que, pour une fois, on a un mouvement transpartisan? Est-ce que la paix ici n'a aucune couleur politique? Et est-ce que vous en faites compte, on oublie la politique et on se retrouve comme étant des citoyens avec des valeurs dans cette réunion aujourd'hui? Alors, il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'on appelle politique, parce que il y a beaucoup d'options, beaucoup de possibilités. Et c'est vrai, quand on regarde le spectacle aujourd'hui que donnent les responsables politiques, ça ne donne pas envie. Mais ça, c'est pas la politique, c'est de la politique politicienne. La politique au sens grec du terme, c'est de s'occuper tout simplement des affaires de la cité. C'est ça la politique. En tout cas, c'est ce que devrait être la politique. Alors, si le mot gêne, ne l'utilisons pas. Disons qu'il faut développer des activités citoyennes, c'est-à-dire faire en sorte que les citoyens dans la République s'occupent de leurs affaires. Et la paix et la démocratie, c'est quand même de sacrés dossiers qui méritent de s'engager. Donc, c'est un engagement collectif nécessaire, comme ce fut le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. Le programme du Conseil national de la résistance, qu'est-ce que c'était? Il y a deux parties. Il y a la première partie, c'est le combat. Comment on organise le combat jusqu'à la libération. Et la deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a libéré le territoire. C'est-à-dire le fameux programme du Conseil national de la résistance. Si nous arrivons à reproduire à notre petite échelle, et avec beaucoup moins de risques que nos anciens, à la fois la partie combat contre la déliquescence absolue du système politique, des institutions, du personnel politique, eh bien, on aura œuvré pour la bonne cause. Et ça nous permettra de peut-être travailler sur un contenu pour restaurer la nation, restaurer la République. Et d'ailleurs, là, c'est vraiment, c'est une intervention un peu jazzy, c'est-à-dire, il n'y a pas de partition, on n'en a pas parlé, mais des fois, je me dis, mais finalement, pourquoi on ne tenterait pas de reconstituer une vraie gauche et une vraie droite? Une vraie gauche au sens, disons, jaurétien, et une vraie droite au sens gaullien. Et chacun avec ses spécificités, mais ensemble, dans le combat, sur les points sur lesquels nous sommes d'accord. Donc, est-ce que ce que nous faisons là, qui est en germe, est-ce que ça peut aller dans cette direction? Voilà la question. On le saura. Vous êtes énarque? Oui. Je suis heureux d'être entre un général et un énarque atypique. Parce que vous avez évoqué le Conseil national de la résistance. Je n'étais qu'un aimable projet à cette époque, parce que je n'étais pas né. Eh bien, il n'y avait pas de droite, de gauche, il n'y avait que des Français. Oui, mais le général de Gaulle s'est aidé de la gauche et de la droite pour reconstruire la France, pour éviter que nous soyons sous le joug des Américains. Parce que les Américains, souvenez-vous, ils avaient tout prévu, pas l'invasion, mais ils avaient prévu ce qu'on appelle le Amgot, avec l'impression des billets dollars français. Et le général de Gaulle, très intelligent, un stratège. Il est venu avec ses 100 préfets et ses sous-préfets, et il a gouverné la France. Et les Américains n'ont eu rien à le dire. La seule chose qu'ils ont fait, c'est le plan Marshall. Ils ont envahi économiquement. Voilà. Et c'est important dans les crises, la droite, la gauche, ça doit s'effacer. Nous sommes français.
Voilà, moi, être patriote. Exactement. Comme disait Coluche, c'est pour ça qu'au-dessus de nos églises, on a un coq. Parce que c'est le seul oiseau qui soit capable de chanter les pieds dans la merde. Les deux pieds. Et en regardant la tête dans les étoiles. Moi, j'ai juste une petite question, Florence Gaillard, je suis journaliste indépendante. Pour revenir à nos faits d'armes, si je puis dire, qu'est-ce qu'on peut faire, puisque votre plainte à la CJR a été retoquée, vous avez, je sais pas comment on dit, interpellé, enfin vous saisi le procureur général. Vous, monsieur Houpert, votre résolution pour l'instant, manifestement, reste lettre morte. Alors c'est quoi la solution? La société civile, c'est parce que là, manifestement, au niveau de qu'est-ce qui reste qu'on peut faire pour faire en sorte que le droit soit appliqué, enfin d'être un vrai état de droit. Parce que c'est un peu ça le... Nous sommes coupables de silence et de renoncement. Et c'est important, dans toutes les sociétés, il y avait ce qu'on appelait des aboyeurs. C'est important d'aboyer et de hurler. On appelle ça des lanceurs d'alerte. C'est important de dire les choses. Le silence, il n'y a rien de pire. Parce que le silence, c'est le début de la mort. Il faut que les gens puissent parler entre eux, recréer du lien, se dire. Avant, il y avait le café du commerce. Depuis le confinement, les gens ne se voient plus, ne se parlent plus, il n'y a plus de café du commerce. Voilà. Le café du commerce, c'est les réseaux sociaux. On attaque les réseaux sociaux. Ouais, il y a n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais si vous faites confiance aux Français dont on parlait avec l'esprit critique, pourquoi craindre les réseaux sociaux? Chacun prend, étudie, et la révolution, elle est née de réseaux sociaux, les libelles, ça s'appelait. Évidemment, la monarchie a chassé les libelleurs qui imprimaient. On a chassé toutes les imprimeries pour voir. Voilà, mais la Révolution française, elle est venue de petits papiers, d'aphorismes. Et un jour, j'avais interviewé le philosophe qui a des lunettes là, Onfray. À l'époque où il était beaucoup sur Twitter, je lui ai demandé pourquoi il était sur Twitter. Parce que Twitter, c'est comme les philosophes anciens, c'est des aphorismes. On ne communique bien qu'avec des aphorismes. Voilà. Mais vous, par exemple... Alors, si vous me permettez, je veux bien ajouter un point. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le sénateur. L'énarque atypique. Non, pas là-dessus, sur le contenu. Moi, je crois qu'il y a que ce soit pour le cas du général, inséré dans le problème global du manque de démocratie autour de la question de l'Ukraine, je crois qu'il y a deux pistes qui sont suivies d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire. La première, c'est l'action judiciaire, utiliser toutes les ressources qu'offre le droit pour essayer de faire avancer le dossier sur ce plan-là. Et parallèlement, il est nécessaire, évidemment, de créer, de provoquer un mouvement d'opinion. Un mouvement d'opinion pour la paix, qui n'est pas un mouvement de gauche ou de droite, qui est un mouvement pour la paix et pour la démocratie. Et c'est si nous avançons, nous réussissons à avancer dans ces deux directions, qu'il y aura des mouvements, parce que le pouvoir politique, au bout d'un moment, sera obligé de lâcher sous la pression. Sommes-nous capables de provoquer une telle pression, un tel mouvement? Telle est la question. Madame Gaillard, je pense que nous sommes très respectueux. On ne parle que de la guerre et de notre volonté de paix. Mais imaginons que nous parlions de ce que beaucoup de gens pensent tout bas, c'est-à-dire la corruption. On envoie de l'argent dans un pays géré par la corruption. Et là, on passerait pour des complotistes. Oui. Et moi, je rêve, je suis optimiste. Pour moi, être optimiste, c'est voir le verre à moitié plein
ou continuer à le remplir. Et moi, je continue à le remplir en bon bourguignon. Je suis optimiste en me disant qu'un jour, on aura le droit de dire vraiment les choses. C'est ce que je souhaite. Qu'on puisse dire les choses. Maintenant, on est revenu en arrière. Vous vous souvenez, Charlie Hebdo, le droit au blasphème, maintenant, tout est blasphème. Être contre le gouvernement, dire, ne pas être d'accord avec le gouvernement, c'est être complotiste, et le complotisme, pour moi, c'est blasphème. Voilà. Donc, on n'a pas le droit de dire les choses. Tout ce qui a été dit depuis, sur, par exemple, la stratégie sanitaire, on s'aperçoit que beaucoup de complotistes avaient raison. On n'a pas le droit de le dire. Moi, j'aimerais que la France, ça soit le pays du droit, qu'on a le droit de se dire les choses. La définition le complotiste, c'est un mec qui a raison 80 ans. Ouais. On a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Mais pas forcément, Quel c'est est, aussi des gens quel est juste aussi- simplement qui posent des questions et qui doutent. Or, enfin, le fact-checking et tout qui vient pas de nulle part d'ailleurs, qui vient d'un réseau vraiment bien organisé, payé par des fondations américaines, payé, enfin bon, voilà, on voit bien d'où ça vient, mais effectivement la parole elle a été complètement confisquée, c'est-à-dire c'est juste le fait de simplement se poser des questions, d'avoir le droit de poser des questions. C'est le prêt à penser. C'est pas le prêt à porter, c'est le prêt à penser. Et puis Descartes disait, je pense donc je suis. Moi je dirais, je doute donc je suis. Le droit au doute. Pour en revenir à ce que vous disiez, vous voulez un contre-exemple? Lorsque vous appelez, moi je vais pas citer son nom, un fameux général qui traite sur LCI, qui dit tout et n'importe quoi, les machines à laver de Poutine, enfin j'en passe, qui a menacé, qui a dit Poutine, on va le mettre, il faut le tuer d'ailleurs, il a dit, il avait un cancer, enfin il a dit que des âneries. Il est de deuxième section lui aussi. Il n'y a plus que lui, il y en a d'autres. Hein. Est-ce qu'il a été radié? Non, lui, non. Mais pourquoi? Tout simplement parce que lui dit ce que M. Macron veut qu'il dise. Moi, j'ai dit l'inverse. Alors, du coup, on me radie, vous comprenez? Vous avez l'excellent exemple, là. C'est tout. Mais au Sénat, par exemple, enfin, je sais, là, par exemple, votre résolution, je sais pas exactement comment ça marche, mais c'est le président qui peut décider. C'est le bureau. J'ai écrit au bureau, j'ai envoyé une lettre recommandée pour qu'elle passe. Voilà, c'est une demande de résolution. J'attends toujours la réponse. Il y a M. Rioufol qui vous pose une question. Yvan. Je voulais savoir quel était Merci, l'état d'esprit au Sénat de ton groupe parlementaire, les Républicains, qui en plus est présidé par Bruno Retailleau, qui a vocation à concourir à la présidence. Est-ce que lui-même s'est impliqué dans ton combat? Est-ce que tu es soutenu Moi, par la droite, par les Républicains? Je pense que dans quelques années, on me dira Alain, t'avais raison. Comme, Non, mais c'est pas ça la question, mais souvenez-vous, souvenez-vous, je suis désolé de t'interrompre. Pendant l'affaire Fillon, tu sais, quand il y a eu les choses, on était deux personnes, Georges Fenech à l'Assemblée et moi au Sénat, à dire il faut que François Fillon s'arrête et laisse la place. Et après, tout le monde, même les plus hautes sphères du Sénat, m'ont dit Alain, t'avais raison. Mais Non, mais pour l'instant, il te dit quoi? Retailleau te dit quoi, par exemple? j'en parle même pas. Ah oui, d'accord. Non, mais ça sert à rien de. Est-ce que tu les sens réceptifs à tes arguments ou est-ce que c'est un sujet qu'ils ne veulent pas du tout aborder? Est-ce que ce que je dis est politiquement correct? C'est ça le problème. Qu'est-ce que le politiquement correct? Faut pas gêner. Mais le politique, ça doit être quelqu'un qui est en prise directe avec le peuple. Moi, j'ai le sentiment d'être en prise directe avec le peuple, avec le sondage que j'ai fait. Sur 1000 ou 2000 personnes, 80% des Français sont contre. Et 20% pratiquement n'ont pas d'opinion. Contre la guerre, et 20% à peu près n'ont pas d'opinion. Donc il y a un moment, il faut écouter le peuple. La représentation nationale, c'est la représentation du peuple. On a une crise de la représentation nationale. On le voit à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le peuple n'est plus représenté. Donc, j'ai une question justement pour le général.
vous parliez, enfin, monsieur le sénateur, vous parliez du peuple, donc je vais rebondir sur effectivement ce terme peuple. On a beaucoup de groupes qui attendent un sursaut, un élan d'espoir venant de l'armée. Un fantasme, peut-être complotisme, je ne sais pas. Il y en a énormément qui espèrent d'être libérés de cette, ce qu'ils disent mafia élyséenne, justement. Est-ce que l'espoir viendrait de l'armée? Ou est-ce que c'est un vieux, comme qui dirait, fantasme complotiste qu'il faudrait balayer d'un revers de main? Non, à vrai dire, nous sommes en deuxième section à la retraite. Donc je peux pas vous donner le sentiment de l'armée. D'accord. Chacun son travail. Voilà. C'est pas Donc actuellement, est-ce que l'armée est une solution? Vous savez, les Français ont dit il y a des problèmes dans les banlieues, envoyons l'armée. L'armée, elle est bonne à tout faire à la limite. Donc non, c'est pas l'armée. C'est pas l'armée à faire ça normalement. Si elle le fait, c'est vraiment la situation sera très grave à mon avis. Vous voyez. Mais à l'état actuel des choses, c'est pas l'armée à destituer le Macron ou autre. Enfin, à mon avis, c'est pas. Enfin, ça serait grave, je dirais. Donc, ça peut arriver si la situation est très grave. Là, oui, là, je dis peut-être. C'est même pas sûr. Je connais pas les gens qui sont au pouvoir. Quand je vois le chef d'état-major des armées répéter la voix de son maître, là, enfin bon, je suis sceptique, hein, ouais. Souvenez-vous du chef d'état-major Pierre de Villiers, hein, qui a claqué la porte. C'est un homme d'honneur. Vous avez parlé du mot peuple. Il y a peuple dans la société. J'ai l'impression que la société française, elle est séparée en deux. Il y a le peuple et le people. Bah oui. Bah nous, on est dans le peuple. Certains, ceux qui dirigent, sont dans le people. C'est différent dans l'image. Je me permets de dire une petite chose, qu'il est bientôt 18h et que c'est le temps pour les dernières questions des journalistes qui souhaitent le faire. Après les conférences de presse. Il y a une dame qui voulait parler derrière. Il y a aussi peut-être des... En tout cas, voilà, je signale qu'on est presque sur la fin, donc je laisse. J'ai peut-être aussi coupé monsieur Nicolas Foss. Non, je voulais juste ajouter un mot très court sur votre question. C'est vrai qu'il y a dans la société un courant d'opinion qui souhaite de l'autorité, à juste titre. Et on voit qu'il y a un problème d'autorité manquante, absente dans ce pays. Et que ça peut s'incarner dans une candidature de militaire. Et alors, pourquoi? On voit d'ailleurs que le général de Villiers se prépare pour la présidentielle. Il va échouer, évidemment, sur les mauvais rails. Parce que, en fait, la question, c'est pas le putsch. Si on demande à l'armée d'intervenir, ça s'appelle un putsch. La question n'est pas là. La question, elle est dans l'alliance du peuple et de l'armée. Ce qui est intéressant, c'est que il y a deux institutions dans lesquelles les Français ont encore confiance. Deux. C'est les mairies, les maires, et l'armée. Eh bien, je pense que ce que nous faisons là, modestement encore une fois, où il y a des militaires avec des civils, peut donner un signal à des gens qui sont dans l'armée, de l'actif, les dissuader de s'engager sur le mauvais chemin, mais au contraire de travailler avec des civils dans une alliance positive, calme, démocratique, respectueuse des institutions, qui va permettre de faire avancer les choses. Je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut voir, et pas dans le mythe du sauveur autoritaire qui va résoudre les problèmes. Il ne résoudra rien, il va aggraver les problèmes. On l'a vu avec les expériences Boulanger, Pétain, bon, sauf De Gaulle, le seul qui, en fait, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Vous avez utilisé le mot autorité et vous avez cité les maires. Pourquoi les Français aiment leurs maires? Parce qu'ils exercent l'autorité qui est à portée de regard.
Et les Français en ont marre de cette autorité qui vient de loin, qui est autoritaire. Fort avec les faibles et faible avec les forts. Et l'autorité, c'est être auteur de sa vie. Et moi, je souhaite que l'autorité élyséenne soit auteur d'une autre vie qu'elle nous présente. On boit un coup. En Bourgogne, le mot le plus en tant que médecin, hein, le plus prononcé, c'est le mot santé. Bonne santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.